Les entreprises adhèrent de plus en plus aux principes d'équité, de diversité et d'inclusion, souvent connus sous le sigle EDI, qui visent à créer des climats de travail favorables pour tous les travailleurs. Certaines personnes croient que ces engagements bénéficient surtout aux gens issus des minorités, mais en fait, ils permettent de créer des cultures d'entreprise qui profitent à tout le monde. Vous écoutez Biais d'entrée, le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah Cherenfant. Mettre en place des outils structurants comme des guides d'accueil ou des groupes de réseautage, ça rend les entreprises plus accueillantes. Pour faciliter la vie à leurs nouveaux venus, certains employeurs vont encore plus loin, comme le groupe Saint-Hubert qui accueille ses travailleurs étrangers dès leur sortie de l'avion. J'ai pensé qu'il n'y a pas personne qui va m'attendre parce qu'on a, moi et un autre collègue qu'on a venu à 10 heures le soir. C'était le week-end. Qui va attendre à l'aéroport? Je m'appelle Amani, je viens de la Tunisie, j'ai 31 ans. Je travaille comme main-d'œuvre à la transformation alimentaire chez Usine Saint-Hubert. Le premier jour du travail, c'était comme tout le monde nous accueillit avec un grand sourire. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Après, on a fait une réunion avec le service RH, toutes les personnes, pour nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. On a fait le tour de l'usine, on a fait un dîner ensemble. Donc, les tâches qu'on va occuper, tout ça, ils l'ont tous expliqué pour nous. L'intégration est faite. Jusqu'à maintenant, ils ont encore nous aident à intégrer au Québec. Ils ont toujours fait le suivi avec nous, jusqu'à maintenant. Même un an, je vais déjà changer le logement. Ils ont fait le suivi avec moi. Est-ce que tu as bien trouvé le logement? Est-ce que c'est loin du travail? Non. Est-ce que tu as des moyens de transport pour partir au travail? Oui, tout est bien. C'est un accueil qui était vraiment un très bon accueil. Mon nom, c'est Guito Clairville. Je suis spécialiste en recrutement international et diversité pour le groupe Saint-Hubert. Nous cherchons à développer déjà ce sentiment d'appartenance dès le début avec les gens pour qu'ils sachent que c'est pas n'importe quelle entreprise aussi là, qui vient vous chercher. Deuxièmement, c'est pas une entreprise qui vient vous chercher comme si on était allé commander sur Amazon une pièce pour une machine. Donc nous sommes déjà ici pour vous écouter, pour vous comprendre. Ce n'est pas seulement vous donner une chance, mais c'est de vous donner aussi une place de participer à notre succès qui est déjà bien établi au Québec. Au-delà du fait d'être un recruteur international, ces gens-là témoignent une forme de reconnaissance qui ajoute beaucoup de valeur à mon travail. Donc, il y a toute l'idée de l'innovation qui vient avec le fait de recruter un travailleur étranger, c'est tout un bénéfice. C'est de plus en plus important aux yeux de notre équipe de gestion qu'il faut accorder une attention à la diversité parce qu'on reconnaît de plus en plus la richesse que ça apporte au sein de l'équipe sur la performance de l'entreprise dans un premier temps, mais aussi sur la capacité de l'entreprise de même viser un peu plus loin en termes de marché, en termes de perspectives d'affaires. Plus on a des personnes immigrantes qui viennent s'ajouter à la société québécoise, c'est aussi un nouveau clientèle qui s'ajoute sur le marché. Mais comment comprendre cette clientèle-là, comment l'aborder, comment répondre aussi à ses besoins, comment communiquer à ces gens-là pour aller les chercher. Donc, nous prenons en compte tous les besoins et puis nous essayons d'y répondre le mieux possible. Une expérience qui semble tout à fait concluante. En tout cas, ce sont des histoires qu'on aime entendre. Pour parler de DI et des moyens concrets pour l'implanter dans son entreprise, j'accueille Salwa Salek, chef équité, diversité et inclusion chez Desjardins, et Luciano Barin-Cruz, directeur de la transition durable à HEC Montréal. Luciano est aussi directeur et cofondateur du Polydéos à HEC Montréal, où il a co-développé le pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes. Luciano, je commencerai avec vous. Est-ce que ces pratiques ont les mêmes effets sur toutes les personnes immigrantes? Je pense que son témoignage nous permet de voir un peu à quel point, justement, quand tu as les conditions
qui sont là en place, ça peut faciliter en fait pour qu'on se sente bien dans cette terre d'accueil là et qu'on puisse s'épanouir et qu'on puisse bien s'intégrer. Je pense que ça nous amène à voir un peu les rôles qu'éventuellement une culture de l'intégration, de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, elle est importante. C'est-à-dire on peut mettre en place différentes actions pour répondre à, voilà, j'ai une stratégie, j'ai fait certaines choses, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'à l'interne, il y a une culture dans laquelle les valeurs sont là, que les gens les vivent de cette façon-là. Et je pense que justement, il faut qu'on passe par ces différentes étapes-là. Et ça va faire en sorte que les personnes qui arrivent dans cet environnement, elles vont se sentir beaucoup plus accueillies, beaucoup plus à l'aise dans ce qui se passe. Donc, parce que c'est pas juste un ensemble d'actions, mais c'est vraiment comment l'organisation, elle vit, en fait, son Et projette un peu cette culture inclusive que vous mentionnez, très intéressante. J'espère qu'on aura l'occasion de découvrir c'est quoi ces actions de base que les entreprises doivent mettre en place, Luciano, au cours de cette conversation. On va parler d'abord des responsabilités sociétales ou sociales des entreprises, plus communément appelées la RSE, parce que plusieurs concepts, comme notamment le DI, ont préoccupé les entreprises au fil des ans et ont même changé la donne pour plusieurs. Certaines disent même que c'est une mode. Salwa, pensez-vous que c'est le cas? Cette question de mode est poussée actuellement par des médias, par des groupes d'opinion, etc. Mais elle vient en raison qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une prise de conscience beaucoup plus grande par rapport à ces questions-là. Et clairement, moi j'adore m'intéresser aux nouvelles générations, puisque la jeunesse québécoise, on vient de finir une étude chez Desjardins, nous dit le climat, c'est l'équité, la diversité et l'inclusion sont dans le top 3 de leurs priorités. Et c'est là où il va falloir des réponses beaucoup plus structurées de nos organisations. Puis si les jeunes générations, c'est le top 3 de leur choix, et pas juste de leur choix de travail, c'est leur choix de consommation. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller vers des organisations, pas juste d'un point de vue talent, dans un contexte de pénurie, c'est qu'ils vont même pas acheter ta marque si tu n'es pas responsable socialement, si tu n'agis pas sur l'environnement, si tu ne fais pas preuve d'équité, de diversité, d'inclusion d'un point de vue employeur, mais également d'un point de vue affaires. Luciano, quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs qui souhaitent instaurer des principes d'équité, diversité et d'inclusion au sein de leur entreprise? Sur comment agir, je pense qu'il y a une chose qui c'est très important, qui est justement de ne pas essayer tout de suite, principalement si je suis au début de la démarche, là, de vouloir tout faire ou faire un super gros projet en aider. Et nous, pour les pactes, c'est qu'on s'est dit, OK, essayons de casser ça parce que ces genres de mentalité, ça peut nous amener simplement à l'inertie, en fait. Et avec les pactes, on a mis en place justement cette méthodologie qui a inspiré beaucoup du monde de l'innovation, du monde de l'entrepreneuriat, que ce sont les micro-expérimentations. Salwa, parlons vraiment de diversité au travail. Donc, ciblons cet enjeu. 3 Québécois sur 10 et moins de la moitié des Québécois se dit au courant des politiques internes de leur entreprise, de leur employeur en la matière, selon un sondage d'ADP Canada et de Maru Blue. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres-là qui peuvent paraître quand même assez faibles, même si certains verront une progression, mais ils sont quand même très faibles? Et qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Ce que ça démontre, c'est que l'EDI, Déborah, ne peut pas être considéré comme un défi de ressources humaines. Faut cesser de voir l'équité, la diversité et l'inclusion comme seulement un défi ressources humaines. L'EDI doit être inscrite dans un ADN organisationnel. Ça doit être groundé dans toi, comme entreprise, c'est quoi que tu as à offrir au monde? Dans ton impact, c'est quoi? C'est quoi la proposition de valeur que tu donnes? Pas juste à tes employés, la proposition de valeur que tu veux donner à la société, sur ta contribution spéciale. Et c'est à ça que tu dois greffer ton ADN d'inclusion. Tu es inclusif, pourquoi? Et je te dirais, c'est pour ça que je suis pas surprise. Parce que si c'est juste quelque chose qui est au RH,
Ben, il y a plein d'autres programmes. Si tu comprends, si l'EDI, c'est juste un programme, Déborah, il y a plein d'autres programmes qui sont pas connus parfois de tout le monde, etc. Alors que si ça devient un véritable enjeu d'affaires, un véritable enjeu d'impact social, c'est que c'est greffé à ta stratégie d'entreprise. Nous, on travaille toujours sur 4 grands volets: l'attraction, l'embauche, l'intégration et la progression. Donc, nous avons eu, par exemple, dans l'attraction, des organisations qui arrivaient et disaient, écoute, moi, pour attirer des personnes immigrantes, j'utilisais toujours le même moyen, que c'était mon page web. Okay? Donc là, ils se sont dit, OK, est-ce que je pourrais faire des contacts avec 2 organisations d'accueil des migrants pour voir est-ce que je peux aller faire des présentations, jaser un peu avec les gens. Sur le terrain, donc, dans le fond. Par exemple, pour voir si j'y reçois plus. Il y a eu des cas qui ont augmenté en 300% pour des postes, juste le fait qu'ils ont fait l'exercice. Donc ça, c'est pour l'attraction. Après, pour l'embauche, nous avons eu des cas, des gens qui ont travaillé sur les classiques là les CV aveugles ou pas, ok, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Mais il y avait d'autres qui se sont dit non, je vais pas travailler avec CV aveugles, mais je vais travailler sur une grille qui est mon recruteur. Il doit s'assurer qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il fait attention dans une entrevue ou qu'il essaye de creuser plus pour mieux comprendre la réalité de cette personne-là qui peut-être, c'est pas dans ses habitudes, peut-être de parler de certaines choses, de pouvoir exprimer un peu plus ses compétences. Mais je pense qu'il y a plein de ces actions en gestion, en management qu'on commence là à voir sortir. Puis pardon, on les connaît en plus, tu sais, on sait que, c'est ce que tu amènes, on sait que les 2 grandes pratiques de gestion de personnes, on dirait, qui vont faire la différence si on parle juste par rapport à la diversité ethnoculturelle, c'est effectivement toutes les pratiques d'attraction et d'acquisition de talent. Et les deuxièmes, c'est les pratiques de gestion et de développement de talent. Donc ça, on le sait. Là, derrière ça, il y a une grande connaissance et ressources humaines aussi, dépendamment des groupes, etc., qu'on a fait évoluer à travers les années. Donc pour des PME, par exemple, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ces 2 déjà premières actions, mais aussi de se brander au marché comme étant ouvert et ayant cette volonté d'accueillir cette différence aussi. Luciano, encore une fois, si on regarde seulement le DI, quels seraient les bénéfices pour l'employeur de mettre en place ce type de pratique à l'interne et aussi pour l'employé lui-même de se retrouver dans un contexte d'entreprise qui met de l'avant ces pratiques-là? Je pense que pour l'employeur, on peut le voir comme des 2 ou 3 perspectives là. Donc, je dirais que la première, c'est que il y a toujours une question des risques qui est associée pour l'organisation et sa bonne gestion des risques. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour une organisation qui, en 2023, en 2024, justement, elle fait pas une bonne gestion de l'intégration des nouveaux arrivants, étant donné que c'est une question si importante dans la société dans laquelle on est. Donc, c'est quoi qui se passe du point de vue de la réputation? C'est quoi qui se passe du point de vue même de certains clients qui vont éventuellement vouloir que l'organisation s'engage dans ce sens-là. Il y a aussi toute la portion opportunité. C'est-à-dire comment je peux, d'une certaine façon, associer à ça l'idée que, en ayant plus de diversité, je vais avoir aussi probablement plus de chances de créativité, d'innovation, qu'il y a au moins ces 2 côtés-là sur lesquels une organisation elle peut profiter. Donc ça, c'est un élément. Du côté de la personne, là, en tant que telle, de l'employé, je pense que c'est assez évident. Une personne qui vient d'ailleurs, je peux vous dire là, par expérience propre, là, c'est clair que c'est qu'on veut, c'est de se sentir bien dans l'endroit qui nous accueille. Et ça passe beaucoup par l'organisation dans laquelle on va travailler. Salwa, vous êtes vous-même issu de l'immigration, comme nous tous autour de la table d'ailleurs aujourd'hui. Ça fait 12 ans que vous êtes chez Desjardins. Quelles ont été les bonnes pratiques mises en place lorsque vous avez commencé? Moi, je dirais d'avoir eu un excellent mentor qui m'a accueilli, qui m'a fait grandir aussi dans l'organisation. Je dirais que ça a vraiment eu un réel impact. Ça, clairement. Un homme québécois de la majorité, pour une femme musulmane issue de la diversité ethnoculturelle, je pense que c'est aussi important d'avoir un mentor, sponsor à l'interne qui vienne du groupe majoritaire, d'être dans une organisation qui est vraiment mise sur le développement, la formation continue des gens. Est-ce que cela prend désormais uniquement, exclusivement des leaders inclusifs pour faire changer et progresser les chiffres? Ce que ça prend,
pour que ça reste dans la pérennité. Regardez, nous, on a attaqué, si on prend juste le segment de la parité, on a attaqué en premier parce que c'était une injustice flagrante chez nous. 70% de la main-d'œuvre était féminine, 23% en haut. Avec un funnel où on a fait la démonstration qu'il était prêt. Quand il y a eu cette prise de conscience, le gouvernail de l'organisation a donné un coup, un engagement, une volonté, une zone paritaire à tous les niveaux. Répondre à ta question, ça prend la volonté. Et c'est ça que j'ai appris de notre expérience chez Desjardins. Et quand on a eu une volonté, avec un appui ferme vraiment du leader, avec une direction claire et un plan, on n'avait pas tout, mais on a réussi ce virage. Luciano, j'ai une dernière question pour vous. Comment peut-on inclure sans exclure? Moi, je reviens beaucoup à la question du rôle de l'éducation dans tout ça. J'ai un bon espoir que les choses vont changer aussi parce que je pense que les institutions d'éducation sont de plus en plus en train d'intégrer déjà ces réflexions plutôt pour ces nouvelles générations. Donc, dans d'autres mots, les gens vont arriver sur les marchés du travail déjà en sachant de quoi on parle, pourquoi c'est important et comment, éventuellement, on peut s'adresser à ça. Merci à Salwa Salek ainsi qu'à Luciano Barin-Cruz d'avoir partagé leur expertise. Un grand merci aussi à Guito Clerville et à Amani de nous avoir raconté leur expérience. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des freins qui ralentissent l'intégration professionnelle des personnes immigrantes et du rôle que peuvent jouer les entreprises pour les éliminer. Billet d'entrée est présenté par la Ville de Montréal avec le soutien financier du gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah Cher-Enfant et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.